Imaginez un instant, un système d'exploitation, mais pour notre esprit. Un guide, vieux de près de 2000 ans, qui promet de nous aider à traverser les défis de la vie avec calme et force. Eh bien, ce guide existe, et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, le fameux manuel d'Épictète. Commençons par une question que je pense tout le monde se pose. Un vol retardé à la dernière minute, la connexion Internet qui plante pile pendant un appel important. Pourquoi est-ce qu'on laisse ces événements sur lesquels on n'a absolument aucun pouvoir ruiner notre journée et nous mettre dans tous nos états? Ça dit quelque chose à quelqu'un, n'est-ce pas? Toutes ces petites contrariétés, jour après jour, finissent par peser lourd et créer une sorte de stress permanent. On a l'impression d'être bombardé de problèmes. Mais, et si? Si le vrai problème n'était pas ces événements, mais plutôt la façon dont on choisit d'y réagir? Alors mettons de côté un instant les applications de productivité et les dernières méthodes de développement personnel. La solution est peut-être bien plus ancienne que tout ça. Elle nous vient d'une sagesse antique, une philosophie forgée et testée par des empereurs, des soldats et même des esclaves. Et la réponse qu'elle apporte est d'une clarté redoutable. Et voici le personnage central de notre histoire, Épictète. Son parcours est juste incroyable. Imaginez, il est né esclave vers l'an 50. Il a connu la souffrance avant de devenir une des voix les plus influentes du stoïcisme. Et comme Socrate, il n'a jamais rien écrit. Ce manuel, en fait, c'est son élève, Arien, qui a compilé ses notes de cours. C'est un véritable guide de terrain pour la vie de tous les jours. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Toute la stratégie d'Épictète pour atteindre la tranquillité d'esprit, ce qu'on appelle l'ataraxie, eh bien, tout ça repose sur une seule et unique règle. C'est vraiment le point de départ de tout le reste. Et la voilà, cette fameuse règle. Elle est d'une simplicité désarmante, mais ses implications, elles, sont immenses. C'est le tout premier chapitre du manuel, la clé de voûte de l'édifice stoïcien, la dichotomie du contrôle. Regardons ça de plus près, parce que c'est vraiment le cœur du réacteur. D'un côté, on a ce qui dépend de nous, nos pensées, nos choix, nos actions, bref, notre monde intérieur. Ça, c'est notre domaine. Et de l'autre, eh bien, il y a tout le reste. Notre santé, l'opinion des autres, notre statut, les événements mondiaux. Et d'où vient la quasi-totalité de notre anxiété, de nos tentatives désespérées de contrôler la colonne de droite? La liberté totale, selon Épictète, se trouve précisément ici, en concentrant toute notre énergie sur cette première colonne. Essayer de maîtriser la seconde, c'est la recette garantie pour une vie de frustration, pour être, comme il le dit, contrarié, chagriné, tourmenté. Ok, d'accord. Mais ça soulève une autre question. Si on ne peut pas contrôler les événements, comment gérer la douleur qu'ils nous infligent? Épictète nous propose une autre idée, encore plus radicale. Ça, c'est sans doute la phrase la plus importante de toute la philosophie stoïcienne. Ce n'est pas l'embouteillage qui nous met en colère. C'est notre jugement. C'est une catastrophe, je vais être en retard, c'est inacceptable. L'événement en lui-même est neutre. C'est l'histoire qu'on se raconte dessus qui crée l'émotion. Décomposons un peu ce mécanisme. Un fait objectif se produit, puis, presque instantanément, notre esprit y colle une étiquette, un jugement de valeur. C'est cette deuxième étape, et uniquement celle-ci, qui déclenche la souffrance. Et c'est là, précisément là, que réside notre pouvoir. Alors, comment agir sur cette étape 2, en créant un espace de réflexion? Le réflexe à développer, c'est le suivant. Face à une impression forte, faire une pause et lui dire mentalement « Attends une minute, tu n'es qu'une impression, laisse-moi t'examiner avant de décider si je te crois sur parole. » La théorie est claire, mais comment l'intégrer dans le chaos du quotidien? Épictète, qui était un excellent pédagogue, utilise des analogies simples et marquantes pour nous aider. Voyons-en 3. La première nous enseigne l'art de désirer les choses de ce monde, la richesse, la reconnaissance, le plaisir, mais de manière saine et détachée. L'image est parfaite. Dans la vie, des opportunités se présentent, comme des plats dans un banquet. Si elles sont à notre portée, on peut les saisir, avec modération et gratitude. Mais si elles nous échappent, on ne s'y agrippe pas, on n'envie pas les autres. On attend simplement la suite avec sérénité. La deuxième analogie, elle nous aide à composer avec les circonstances de notre vie, celles qu'on n'a pas choisies. Certains naissent en bonne santé, d'autres non. Certains dans l'opulence, d'autres dans la pauvreté. Pour Épictète, se plaindre de son rôle est une perte de temps. Notre unique devoir, notre seule zone de contrôle, c'est de jouer le rôle qui nous a été assigné du mieux possible, avec excellence et dignité. La dernière analogie est peut-être la plus difficile à accepter, mais c'est aussi la plus libératrice. Elle concerne notre rapport à la perte. C'est une idée vertigineuse. Rien ne nous appartient vraiment. Notre travail, notre maison, notre santé, et même nos proches, on n'en est que les gardiens temporaires. Quand la vie nous les reprend, nous ne faisons que les rendre à l'univers qui nous les avait prêtés. Cette perspective ne supprime pas la douleur, mais elle peut transformer le deuil en gratitude. Mais soyons clairs, atteindre cette sérénité, cette forteresse intérieure, ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer, un choix conscient à faire.
Voilà le marché. On ne peut pas viser la paix intérieure et en même temps courir désespérément après les honneurs, la popularité ou la richesse. Épictète nous dit qu'il faut choisir son objectif, soit la tranquillité, soit les récompenses extérieures. Tenter d'avoir les deux à fond, c'est la voie royale vers la frustration. Avec cette phrase, Épictète nous saisit au col. Il nous demande d'arrêter de remettre à plus tard notre propre bien-être. Les principes sont connus, les textes sont lus. Quel maître attendons-nous encore pour commencer à appliquer ces règles? Le moment d'agir, c'est maintenant. Et c'est ça, le point essentiel. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de bibliothèque, c'est une philosophie de l'action. C'est un entraînement quotidien. Chaque frustration, chaque obstacle, chaque insulte n'est plus un problème, mais devient une occasion de s'exercer. Une opportunité de renforcer son jugement et de choisir la sérénité. Au final, tout se résume à cette question. Face aux événements de la journée, où va-t-on porter notre attention? Sur le bruit du monde qu'on ne peut pas changer ou sur la seule chose qui nous appartienne vraiment? La qualité de nos propres choix.